Alors, je me présente, Robert Latiti, habitant de la tribu de Goro. J'ai été nommé pour 3 ans pour le comité de consultatif coutumier de l'environnement, le CCCE, qui, elle, regroupe l'association Comité Rebounou et l'air Djoubia Kapomé. Aujourd'hui, on a lancé cette étude sur le tuyau pour le suivi environnemental autour de ce tuyau, l'impact que peut avoir ce tuyau, notamment pour les habitants environnants. Aujourd'hui, c'est très important qu'on puisse voir, éclairer de tout ce qui se passe autour de ce tuyau pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté entre population et l'industriel. En tout cas, c'est notre rôle à nous de veiller à ce que l'environnement autour de ce tuyau, qu'il n'y ait pas d'impact. Voilà le sujet de ce film et cette étude surtout. L'usine de Vallée produit du nickel et du cobalt selon un procédé hydrométallurgique. Cela consiste à dissoudre le minerai dans de l'eau acidifiée, puis à rétablir sa neutralité avec du calcaire. Pour fonctionner, l'usine a donc besoin d'eau. Celle-ci vient du lac de Yaté, où elle est pompée et acheminée vers le site industriel. Indispensable au procédé d'extraction des métaux, cette eau sert aussi à refroidir les centrales électriques, à alimenter la base vie de l'usine et également à acheminer dans un sens le minerai de la mine vers l'usine et dans l'autre sens les résidus de l'usine vers un bassin de décantation, ce qui permet de la réutiliser plusieurs fois. L'eau de pluie qui tombe sur le site est également récupérée. Toutes ces eaux, celles du procédé, celles qui ont servi à acheminer le minerai, celles qui ont refroidi les centrales électriques, celles de la station d'épuration de la base vie, ainsi que les eaux de pluie, aboutissent à l'unité 285. Cette unité fait partie intégrante de l'usine. C'est une énorme station qui recherche, dose et élimine les polluants. À leur sortie, la qualité des effluents est scrupuleusement vérifiée selon des normes strictes. En cas d'alerte de dépassement de ces normes, l'eau est reconduite dans la boucle du traitement. Ce n'est que lorsqu'elles sont propres que les eaux sont évacuées par le grand tuyau. Le grand tuyau contourne l'usine, parcourt 5 km avant d'atteindre le port où il pénètre dans l'eau. Sous la surface, dans les premiers mètres, là où les coraux foisonnent, le grand tuyau a été posé sans être traîné afin de faire le moins de dégâts possible. Le tuyau mesure 26 km, dont 5 entre l'usine et le port. Puis il traverse la baie de Prony, croise Bonance et le Cap Ndoa, passe entre Yoro et la côte, puis tourne devant la baie Koué, pour finir au bout de 21 km par un diffuseur installé par le travers des courants. Nous partons plonger sur le diffuseur. À quelques minutes de Port-Boisé, le bout du tuyau gît sur des fonds de sédiments entre 40 et 45 mètres de profondeur. Nous arrivons à quelques dizaines de mètres de l'extrémité. Là, les éléments du tuyau n'ont que 4 ans et demi et le fouling est encore peu chargé. Dans quelque temps, il ressemblera sans doute à l'ancien filmé ici en novembre 2011. Nous retournons sur le diffuseur. Sur son dernier kilomètre, le tuyau est percé de 200 trous de 4 cm de diamètre, d'où l'effluent sort sous pression. Il est un peu plus chaud et un peu moins salé que l'eau du canal. Mais cela ne semble pas gêner les poissons. La diversité des poissons autour du tuyau est importante.
Si les poissons chirurgiens que nous voyons ici sont agités, c'est qu'ils sont en reproduction. Les mâles que l'on reconnaît aux teintes blanchâtres de leurs flancs ont une activité fébrile qui est typique des préparatifs au frais. Déplaçons-nous sur le tuyau. Voici une loche orange adulte, puis une autre juvénile. En parcourant le tuyau, on rencontre différentes espèces, soit isolées, soit par petits groupes. Ici, c'est un pointe, une espèce ordinairement très farouche, mais celui-ci n'a à l'évidence jamais vu un plongeur. La saumonée est certainement l'espèce qui apprécie le plus la présence du tuyau. Elles y sont en grand nombre. Le peuplement de poissons augmente très nettement lorsque le tuyau côtoie un massif naturel. Comme un fil d'Ariane protecteur, le tuyau permet à ces jaunets d'aller et venir entre massifs voisins sans être à découvert. Ces trois rascasse-poules ont trouvé au creux du pilier un abri précieux. Le nouveau système de l'Est semble être apprécié des poissons-anges, des poissons papillons et des poissons cochers. À l'initiative du Comité consultatif coutumier environnemental, un travail scientifique de surveillance de la vie sous-marine qui se développe sur et autour du tuyau a été initié. Pour cela, 4 stations seront visitées tous les 6 mois. Étant donné que la profondeur limite le temps de travail en plongée entre 15 et 17 minutes, un protocole adapté a été choisi pour suivre objectivement le développement de la vie aux abords du tuyau. Il sera mis à profit le fait que les éléments du tuyau constituent des repères fixes et bien visibles. En effet, chaque pilier est numéroté. Il n'est donc pas nécessaire pour les scientifiques d'arpenter la zone avec précision en utilisant des décamètres gradués. Le dénombrement visuel de poissons ou d'invertébrés et les mesures de recouvrement sont faits à l'aide de photos, de vidéos et de cadrans en plastique. L'émissaire fonctionne donc comme un vaste récif artificiel. Ces structures et le fouling qui s'y développent apportent le gîte et le couvert à un grand nombre de poissons. Sur cette plaine de sédiments assez monotone que constitue le fond du canal de la Havana, le tuyau représente aussi un gigantesque DCP pour les poissons de fond, ainsi que pour les requins qui s'y retrouvent. Informés en permanence de notre présence par le bruit de nos détendeurs et de nos palmes, ils sont toujours là autour de nous, même si nous ne les voyons pas. Puis ils nous suivent curieux lors de notre remontée jusqu'au palier de décompression, où certains, comme ce Lymbatus, tentent de jouer avec nous, sans doute pour nous retenir encore un instant.